Top 10 all time. C'est lundi. Yes sir. Ouais, this is Monday. Oui monsieur. Le meilleur jour de la semaine, le premier jour de la semaine. Oui. Le jour qui nous sort enfin du week-end. The best way of the day. Vous connaissez les bails, comme on dit. Ah ouais. Voilà. Faut pas le dire, normalement, vous connaissez les bails, mais bon. Mais c'est les beaux. Voilà, c'est ça. Ou les bails sûrs. Connectez-vous, lâchez un pouce on bleu. dit les termes. On dit les termes forts. Vous le lirez dans mon prochain livre. C'est ça, ouais. Nous sommes évidemment le lundi, le meilleur jour de la semaine. Et on espère que vous avez passé un bon week-end. Ça va, Alex ? Ouais, écoute, comme d'hab. Lundi, toujours bien. La pêche le lundi, quoi. On fait aller. Ouais, exactement. On dit enfin, le dimanche, ça y est, quoi. Quand je vois toutes les mauvaises langues là qui se plaignent du lundi, dis donc. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui nous envoient des messages en mode c'est que depuis aux bêtises, le lundi, en fait, en vrai, on l'a sous-coté de fou. Le lundi, c'est une bête de journée, en vrai. Et donc, forcément, à midi, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Trash Talk pour faire un top 10 all-time cette saison. Vous en avez plein. Il y en a déjà qu'on en a fait. Il y a eu des nouveaux thèmes. Il y en a aussi qu'on a remasterisé. On est sur un nouveau thème. Un thème de qualité, comme on dit. Hein, un thème où, voilà. Les critères sont un peu différents de ce qu'on utilise d'habitude. C'est-à-dire que, voilà. Je pense qu'on va beaucoup rire. Si tu as signé un gros chèque et que tu n'as rien fait derrière, ce top 10 est pour toi. Tout à fait. Hein ? À tous nos fans de comptabilité, de gestion et de parfois d'extorsion, on va pouvoir justement discuter de tout ça aujourd'hui dans le top 10 des pires contrats all-time avant de faire toutes les discussions. Parce que je vois qu'il y en a plein en commentaire qui sont là avec les pires contrats qui sont actuellement en NBA. Tobias Harris, il est numéro 3. Doucement. Calma, tranquillou, on va faire comme d'hab, respecter le line-up. Ah oui, là, il n'y a même pas une mention. Laisse tomber. On va pouvoir respecter le line-up habituel, susurrer pour commencer, puis ensuite expliquer ce thème, parce qu'il faut des critères, on va pas partir dans tous les sens, il faut aussi expliquer pourquoi est-ce qu'on a nos 10 joueurs dans leur classement, et puis ensuite on fera la grande question autour de l'assiette, des mentions honorables, et nos places 10 à 1. On va parler dollars. On va parler dollars, on va parler blessures. On va parler malchance, on va parler general manager avec... c'est quoi l'inverse de nez fin ? C'est pas de nez. Nez creux. C'est nez pas fin. Des patates. Avec le nez bouché. Ouais, c'est nez bouché. Salut, Max. Un peu compliqué. Ouais, on va parler de tout ça. On va devoir tout expliquer parce que quelques franchises là qui sont un petit peu trop représentées. Donc, posez-vous des questions. Ouais. Si vous avez souffert en tant que fan de certaines franchises, posez-vous des questions. Il y a peut-être des réponses dans ce top 10. Des réponses sont cachées dans cette vidéo. Saurez-vous les trouver ? Ce qui est sûr et certain, c'est que oui, on aura l'occasion de revenir en détail sur tous ces éléments. Avant ça, vous le savez, les top 10 all-time de cette saison NBA 2021-22 sur Trash Talk sont sponsorisés and brought to you by Dharma. La marque basket de la société française qu'est Decathlon. La SARL. Voilà. La SARL Decathlon. La SARL Decathlon. Tarmac. Petite entreprise artisanale qui a un partenariat avec la NBA et qui fait, ma foi, des produits de bonne qualité et fort jolis. Yes, sir. À l'effigie d'une bonne grosse dizaine de franchises. Alors, on a des sacs à dos, on a des trucs à mettre sous les shorts, des t-shirts, et on a évidemment des chaussures, des sneakers. À l'effigie des Mavs, des Rockets, des Knicks, des Nets, des Warriors, des Lakers, évidemment. Les Lakers sont même 2 coloris, parce que c'est une franchise qui a la classe. Donc Decathlon, ils se sont dit, allez, on fait du noir, on fait du violet. On est des oufs. On aime le play-in, on aime ça. On est là. Donc voilà, c'est des produits cool. C'est pas tous les jours qu'on a une marque française comme ça qui fait un partenariat avec la NBA pour nous faire des produits qu'on a envie de porter. Tout à fait. Donc on le signale, ça se signale. Ça se signale fort. Et donc vous pouvez aller comme d'hab dans la descro de cette vidéo et retrouver toute la collection Tarmac sur leur site. Voilà, régalez-vous et régalez-nous. Vous connaissez le classique ASMR. On va pouvoir enchaîner. Allez. Explication du thème. Nous sommes ce lundi de l'an de grâce 2022 sur un top 10 des pires contrats all-time. Alors là, je sais, ça va partir en caps lock et en insultes dans les commentaires. Un petit peu de discipline, voyons.
avant de déverser toute votre haine sur tel et tel joueur, reparlons évidemment de nos critères et comment est-ce qu'on a travaillé ça. Alex, tu le disais à l'instant, un contrat, ce n'est pas juste une personne qui le signe, c'est une personne qui tend un contrat et une autre qui le signe. C'est ça. Il faut être 2. Il faut être 2 pour faire de la merde. Voire 3. Parfois, il y a un proprio, parfois, il y en a 15. Parfois, ils sont tous dans la même bassine. Donc, pire contrat, schéma classique, qui est pas toujours facile à voir venir, mais on va en parler parfois, on peut peut-être sentir, mais ces joueurs qui performent pas si mal que ça, le management se dit yes. Là, on tient notre nouvelle perle. Combien tu veux, Maurice ? Pas de problème. 120 sur 8 ? Oh, le mirage. Vous allez découvrir des périodes de la NBA où on filait des contrats. Vous les trouvez longs, les contrats de 4 ans, là ? Soyez prêts. Hein. Mouillez-vous bien la nuque, là. Parce que là, on a des contrats qui rigolent pas du tout en termes de longueur. Parce qu'il faut pas oublier que, par exemple, déjà avant 95 ou 96, je sais plus, il n'y avait pas de ce qu'on appelle la rookie scale. C'est-à-dire que les rookies, c'était négociation open bar à la fin de la première année. Hein. Glenn Robinson ? Ouais. Et Chris Webber. Chris Webber, je vais en parler. Il a signé sur longtemps. Bref, donc ce genre de choses. Et donc, le mec signe gros, signe lourd, et soit il veut se barrer très très vite, soit, malheureusement pour lui, il se blesse et il joue très peu de matchs, soit, en fait, t'as signé un mec médiocre très cher, et le mec, il est médiocre. Voilà, donc il coûte cher, mais il est toujours médiocre, par contre. T'avais cru que, mais en fait, non. Voilà. Soit t'as signé un mec pas si cher que ça, mais il est tellement médiocre que ça devient quand même un contrat affreux. Tout à fait. Et puis parfois, c'est la faute, t'as pas de chance. C'est-à-dire que là où il faut qu'on fasse une différence, notamment dans ce top 10, en tout cas moi je sais que je l'ai fait et qu'on a pu en discuter en off Alex, c'est que parfois il y a des contrats où en fait le joueur a montré qu'il était fort. Il a montré qu'il était fort et qu'il était productif, mais malheureusement, de par ce qui se passe sur le terrain, blessure, absence, costard, eh bien les dollars, eux, sont toujours versés, mais pour une production zéro. Il y a des joueurs qui sont sur le terrain, mais juste ne sont pas bons. Et il y a des joueurs qui ne sont même pas sur le terrain. Il y a des mecs qui touchent en costard. Il y a des mecs qui touchent en jogging. Il y a des mecs qui touchent en plaid. Et donc c'est de ces personnes, notamment... ces mecs-là sont souvent assez intouchables. Ils sont très haut classés. Normal. Les gens qui ne jouent plus au basket en NBA, mais qui continuent à toucher de l'argent, de par leurs anciens contrats, ça, on aime. On est dans ce genre de rapport aujourd'hui. Il y a des années aussi. Il y a des années, des étés. Il y a des étés où les GM, ils se sont un peu enflammés. C'est-à-dire que... Voilà. Moi, j'ai un été en tête en particulier. Moi, j'en ai 2. Oui, il y en a 2 d'ailleurs, t'as raison. Mais il y en a un où c'est vraiment... genre, t'es là, tu fais, mais c'est pas possible. On peut faire un top 10. Limite, on peut faire un top 10 de pire contrat juste cet été-là. Spoiler, vous allez dans la discographie de Drake, ça s'appelle Summer 16. Ouais. Vous pourrez bien vous régaler là-dessus. Il y a des années, en effet, où le contexte fait qu'un contrat a été signé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'argent à dépenser, donc il fallait vite le dépenser sur tel et tel joueur. On va essayer de remettre toutes les choses en place. Mais Alex, quand même, c'est important qu'on commence par expliquer ça, c'est que parfois il y a des joueurs, ils ont montré là que c'était des All-Stars, qu'il y avait des choses intéressantes, mais parfois juste, fait chier, il y a des blessures. Alors comment on fait dans ces cas-là ? C'est des joueurs qui ont plus du tout joué, qui ont abusé, ou c'est la faute à pas de chance ? Il y a parfois la faute à pas de chance, et parfois la faute à pas de chance donne un contrat catastrophique. Aïe aïe aïe. C'est vrai. Ouais, ou l'attitude qui va avec aussi. L'attitude, mais vraiment, il y a des... Voilà, il y a pas de chance et pas de chance. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, évidemment, comme le disait Alex à l'instant, il y a des contrats qui sont de longue durée, pas que sur 4 ans, mais on peut aller jusqu'à 7 ans, par exemple. On peut monter dans des bonnes négociations. Et puis, on va pas se mentir, on est là pour parler de fric. Alex, quand même, je veux dire, plus le contrat est gros... Et plus le contrat est gros, plus t'as de chance d'être bien placé. Mais bien sûr, c'est normal. C'est-à-dire qu'un contrat de 5 millions par an pendant 3 ans et le mec n'a pas été là, on peut se dire bon, mais ça n'a pas déterminé la suite de ta franchise. Il y en a qui ont plombé gentiment les directions de leur franchise. Qui ont plombé les finances pendant longtemps. Eh oui. Il y en a qui ont obligé à faire des trades tout pourris pour se débarquer d'un contrat tout pourri. C'est ça. Et là, tu fais ils ont lâché lui pour se débarrasser du contrat. Je fais waouh. Là, tout de suite, hop. Tout à fait. Ce qui me permet enfin de réaliser un rappel qui, je sais, va pas faire plaisir forcément à certains, mais je me permets de le faire quand même.
souvent, nous, on est dans les poufs, on est dans les canapés et on se dit, bon bah voilà, super, nous, on n'aurait pas signé ça, etc. Il faut comprendre aussi que les joueurs, lorsqu'ils se ramènent dans une négociation contractuelle, ont un agent, que ces agents aussi touchent de l'argent dessus, et que donc pour des joueurs qui ont taffé toute leur vie pour essayer d'avoir un contrat comme ça que tu croises qu'une fois dans ta vie qui change ta famille et tes générations suivantes, nous on est tranquille dans le pouf, mais on les aurait pris aussi. Bien sûr. Là, et il faut voir quand est-ce que c'est les GM qui filent aussi des contrats pourris, Albatros. Bah, de toute façon, là, on va pas mal parler des GM, puisque... Et souvent, le réflexe, c'est dire les joueurs, quoi. Oui, les joueurs. Il y a des joueurs qui ont eu de la chance, il y a des joueurs qui ont peut-être abusé en termes d'attitude et tout, mais au départ, tout part d'un GM. Désolé. Et à un moment donné, t'es pas obligé de filer 80 millions sur 4 ans à Dennis Schroeder. Ils les ont pas filés, tiens. Non. Voilà, bah, ils ont bien fait. Enfin, ils les ont filés, mais il n'en a pas voulu. Ah bah oui. 4 ans, 4 sur 4, Est-ce que c'est un des pires contrats, du coup, le contrat qu'il a C'est un what if. Ouais. C'est une énigme. Mais c'est vrai que, voilà, l'idée, c'est que souvent, quand on parle, par exemple, tu sais, quand on parle de All-Star Game et qu'on fait les batailles un peu genre, ouais, lui, il mérite, lui. C'est pas qu'il mérite pas, c'est pas que les gars ne méritaient pas leur contrat. Il y a certains où on va pouvoir dire, genre, ah, nous, en tant que GM, franchement, on leur aurait pas donné ce contrat parce qu'il avait pas fait la production pour. Mais c'est juste, moi ça me semble quand même important de rappeler que à la base, nous on est dans les poufs et les gars sont des athlètes et que quand tu te retrouves dans une situation comme ça, tu prends le cash. Ouais, bien sûr. Tu prends le cash. Ce qui ne va pas nous empêcher de trash talk tout le monde et leur mort inclus. Tout le monde, exactement. Tout le monde va y passer. Exactement. Je sens que ça se régale. Je sens qu'il y en a qui sont en train de faire 2-3 recherches. On est pas mal sur le thème ? Ouais, je pense que c'est assez clair. On va l'affiner au fur et à mesure, mais je crois que c'est assez clair. Et puis pour chaque cas, on va pouvoir bien expliquer ce qui s'est passé à l'époque. T'as faim ? Ouais, il va falloir. Eh ben écoute, je vais te demander ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on mange ? C'est une bonne question. Je propose une bonne petite cocotte. Je connais pas le nom du plat exact, mais c'est un truc... un faitout ? Une bonne cocotte. Tu mets des tomates, courgettes principalement, avec tomates, courgettes c'est bien, il peut y avoir un peu de brocoli, et t'as acheté de la chair à saucisse chez ton boucher, et là tu mets ça dedans, et tu laisses tout revenir à feu très très doux et tout, et t'attends juste que ça se fasse. De rougail revisité un peu ? Ouais, c'est ça, c'est tout simple et c'est très bon. Oh, le rougail saucisse là, ça donne envie là. Ouais. Léonce ? Petite salade de pommes de terre. Pour faire plaisir. Ah, c'est bon ça de pommes de terre. Ouais, on a du lardon, on a quoi avec, ouais, on a. J'y pensais petite pas. Petite échalote là. Petite échalote ou. Petite échalote, petit œuf, ça c'est bon. Un petit peu d'haricots verts aussi, moi j'aime bien dans la salade de pommes. Petit filet de quoi, d'huile de. Oh non, rien. Moi je fais. Ah si, filet d'huile. Ok, d'accord. Voilà, simple. Pain frais, on est content, ça passe tout seul. Évidemment, c'est un classique. Moi, je vais juste me faire. Non. Juste me faire le bon œuf au plat. Voilà. Juste un bon œuf au plat avec du riz à l'anglaise, avec un bout de pain. Un œuf au plat avec du riz. Ouais, à l'anglaise. D'accord. Tu fais œuf au plat, riz, des toasts, du beurre. Tu me fais un brunch à l'anglaise et on est bon. Ça m'a donné envie avec ces histoires de brunch la dernière fois. Allez-y, faites-vous. De toute façon, les petits déjeuners anglais, c'est tous les jours. Il n'y a pas de problème. Donc, ceux qui veulent, vous pouvez évidemment demander des conseils de droite et de gauche. Dites-nous ce que vous allez manger évidemment ce lundi. Dédicace comme d'habitude à toutes nos teams. On vous attend dans les commentaires. La team Muscu, la team Trône, la team je suis en train de dormir ou de manger. La team révision. Les gens dans les bouchons. La team course à pied. Ouais. La team bouchon évidemment. Tout à fait. Voilà. On vous voit, on vous entend. Tout à fait. Et on vous attend évidemment dans les commentaires sur ces pires contrats all time parce que Alex, on va devoir justement enchaîner. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? On va mentionner les gens peut-être ? Généralement, ce que je donne là, c'est une tablette avec un effaceur et un stylo. La dernière fois, tu m'as demandé de changer. Je veux bien que tu testes juste le stylo noir et me dire si c'est OK. C'était pas terrible, mais c'est passé au moins. Vas-y, dis-moi juste s'il marche ce stylo et sinon. Oui. Ouais, c'est impeccable, c'est extraordinaire, c'est la prod. Nous allons faire les mentions honorables. Attention à pas se spoiler. Ah oui. C'est là que c'est compliqué. On va bien y arriver un petit peu quand même. Par exemple, j'ai pas rentré dans mon top 10 le contrat de Jim McIlvaine. Ah. Tu l'as rentré ? Merde. T'as vu, je t'ai dit, on va se. Merde. On va un peu plein les. Ok. Merde. T'as pas Bobby Simmons ?
Non. Bon, Bobby Simmons. Ouais, Bobby Simmons, ça se cite fort. Hein. 2005, 47 millions sur 5 ans. Bobby Simmons, c'est l'avenir des Clippers. C'est l'avenir de 2 mois. Malheureusement pour Bobby Simmons et pour les Clippers, la belle aventure du Most Improved Player ne va pas durer très très longtemps. Vous allez voir d'ailleurs, il y a peut-être des noms qui vont revenir d'un top 10 qu'on a fait récemment qui est j'ai fait ma carrière sur une saison. Ah oui. Il est possible qu'il y ait même un oublié de ce top 10 qui ne soit pas oublié dans ce top 10. Il y a aucun mot du coup, je sais plus quoi dire, moi, en mention. Quand même, John Koncak. Ah bah non. Ça n'empêche que John Koncak, alors, comme ça, là, ça paraît pas énorme. On se dit, il a signé pour 6 ans sur 13 millions. Donc sur 6 ans. 13 millions, ça va. Ça va. Les Hawks, bien, impeccable. Bon, son surnom au mec, c'est John Contract, hein, quand même. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mec, il venait de faire une saison en 6 points, 6 rebonds. Et il réatteindra jamais ces moyennes-là. Donc je vous laisse faire les calculs. Ça veut dire qu'il est en dessous de 6 points et en dessous de 6 rebonds tous les ans. Et tu files des contrats sur 6 ans. Donc évidemment, c'est juste une mention parce que le niveau du montant du contrat n'est pas si élevé. C'est faible, c'est 13 millions. Ouais, tout à fait. Contrat de merde. Et souvenez-vous surtout, pour ceux et celles qui vivaient à l'époque, ou les nouveaux et les jeunes qui se posent des questions, au moment où cette légende du jeu signe son contrat, il est mieux payé que Michael Jordan, Larry Bird et Magic Johnson. Voilà. Oui, parce qu'à l'époque, c'est la fin des années 80, 2 millions par an, c'est pas si mal en fait. Ah, mais c'est même vachement bien, parce que Larry Bird est un petit peu en dessous, il est à 1,9 million, Larry Bird. Larry Bird. Et Magic et Jordan se partagent. John Koncak, Larry Bird. John Contract. On réfléchit. Je n'ai pas rentré dans mon top 10. Attention, il va tout me défoncer. Maurice Stoudemire. Mais non. N'empêche que c'était un contrat quand même un peu pour. Ah ouais, mais il a produit. Et oui. Et en fait, faut pas croiser l'extincteur. Où les Knicks le signent, il y a un vrai pari. Il y a un pari côté Knicks et un pari côté Stoudemire. Les Knicks, je vous rassure, ce top 10 est pour vous, en partie. En tout cas, on va parler de vous. Mais pas trop au sujet d'Amari Stoudemire, puisqu'il y a vraiment un level MVP pendant une demi-saison. Après, il y a le trade de Melo. Après, c'est vrai que ça part en couille, mais on peut pas dire oui, c'est le contrat qui était pourri. Non. Ça, c'est vraiment, il a montré qu'il pouvait être à la hauteur 2. Parce que là, dans ce top 10, on essaie de montrer les joueurs qui ne sont pas à la hauteur 2, en fait. C'est un peu compliqué. T'as pas Josh Smith ? Non. Ok, Josh Smith. Qui se cite, hein. Josh Smith, bienvenue à Détroit. Formidable après des excellents débuts du côté d'Atlanta. Allez-y, prenez-le pour former ce front de courte qui va marquer l'histoire du basketball et aussi du monde du BTP. André Drummond, Greg Monroe et Josh Smith en poste 3. Ouais. Sniper. Tout à fait. Stretch. Qui va s'occuper d'écarter le terrain pour Greg Monroe. 54 millions sur 4 ans. Vous lui avez filé les Hawks. Non, après c'est Détroit qui se le récupère. Oui, mais vous avez refourgué la patate chaude, mais c'est vous qui avez fait le contrat au départ. Mais ça c'est cadeau. Ouais. Nous on donne juste. Et après vous récupérez. Il est resté longtemps dans les comptes des franchises. Hein. Ouais, mais du coup Josh Smith est resté là. 2013 s'est fait payer jusqu'en 2019 avec ça. Ça n'a pas duré très longtemps l'aventure de Josh Smith à Détroit parce que le projet de l'avoir en spacing, c'était un peu un projet de merde, on va pas se mentir. Il s'est clashé avec quelques coéquipiers, avec ses entraîneurs, ça ne s'est pas passé non plus avec Stan Van Gundy comme prévu. Et donc oui, en effet, on va tellement en chier à Détroit qu'on va étaler le salaire pendant 6-7 ans, alors que ça aurait pu être sur 4. Josh Smith est une belle mention. Je n'ai pas rentré dans mon top 10 Grant Hill. Non. Contrat pourri, mais c'est pas de la faute du joueur. Il y a eu des problèmes de santé, cheville, hôpital, maladie nosocomiale et tout, enfin l'enfer, c'est vrai. Et honnêtement, on peut pas le mettre sur le dos du GM. Le GM du Magic à l'époque, en 2000, quand il file 93 millions sur 7 ans à Grant Hill, il file ça à un Grant Hill de 27-28 ans en plein prime qui domine comme un gros porc à Détroit. Il a été multiple All-Star, le mec était dans le candidat MVP, genre stop. Il n'y a aucun moyen de savoir que ça va aussi mal se passer derrière. Donc le contrat a posteriori, évidemment qu'il est pourri, mais je le rentre pas dans mon top 10 parce que j'estime que par exemple, peut-être tu vois, tu peux y réfléchir 10 fois, peut-être tu le signes ce contrat 10 fois en fait. Mais bien sûr, mais c'est comme quelque part, j'espère que tu l'as pas Derrick Rose des Bulls en sortie de MVP. J'ai pas Derrick Rose. La règle elle est créée en effet. Derrick Rose il signe une bête d'extension avec les Bulls et après patatrac. Alors oui, ça a été relou pour les Bulls et oui, on a parlé de dollars. Mais moi je peux pas dire que c'est un contrat de merde parce que quand il a été signé, c'était le youngest MVP of all time et donc du coup, c'est normal.
Même Brandon Roy, je le rentre pas. Non. Il y avait déjà des prémices, il y avait déjà du doute. Oui. C'est vrai, hein? Oui. Tu vois? Mais je reconnais que à la place des Blazers, je pense que pas mal de GM auraient fait la même chose. Ils auraient signé Brandon Roy, non? Si, c'est assez important d'ailleurs de noter maintenant qu'il y a des garçons qui ont fait leur preuve, mais où par contre l'attitude n'ira pas avec. Et donc là, pour ces garçons-là, juste t'as les blessures. Mais si tu t'es comporté comme un sagouin, là, tu peux peut-être rentrer dans les 10. Oui. Tu penses à quelqu'un en particulier? J'ai ma petite idée. Est-ce que tu as un pivot du côté de Seattle? Un pivot? Vin Baker? Ah non, je l'ai pas dans mes 10. Tu l'as pas dans mes 10? Tu peux y aller. Oh non, attention Vin Baker. Attention Vin Baker. Il était 12ème du top 10, il a failli rentrer. 86 millions sur 7 ans, signé en 2000. Tout à fait, j'avais en 99, mais ça doit être en 2000, tout à fait. Je crois que c'est en 2000. Mais... Récupéré dans une affaire fort sympathique dont on parlera après et que tu as mentionné. Oui, on en parlera. C'est des histoires à 3-4 garçons. Vin Baker est récupéré. Il avait été bon au milieu des années 90, Vin Baker. Ça va le faire aller, malheureusement, après, pour diverses raisons. Notamment la bibine, Vin Baker va tomber dedans. Dépression. Et surtout, première mention du lockout. Attention, ça risque de revenir sur la table. Des garçons que tu laisses un petit peu désertés comme ça, et puis on se retrouve. Ah putain, c'est Vin Baker, merde. C'est Vin Baker. On l'a retrouvé au camp d'entraînement, et en fait c'était le double de lui, donc voilà. C'est pas compliqué, il va signer 86 millions sur 7 ans chez les Sonics. Voilà. Après, il va faire 5 équipes en 6 ans. Tout à fait. Et on n'aura jamais le retour du vrai Vin Baker, celui qu'on avait pu voir à la milieu des années 90. C'est très très dur. Le 20-10 là, on le reverra. C'est le 20 Baker. Voilà. Ouais, c'est le 20 tout court. Voilà. Pour la petite anecdote que vous pouvez retrouver d'ailleurs notamment dans le livre de Trash Talk, Vin Baker, tristesse absolue, ira même vendre sa médaille olympique pour acheter de la binouse. Lui, je vais pas le citer parce que je sais pas ce que t'en as fait. Ouais, ne le fais pas. Le dire. Je vais pas donner son nom. Ne le fais pas. Le gros là, le grand et gros là. Fais-moi un jeu de mots là. Big Country. Non, il y est. Il est dans tes 10 ? Ouais. Ah merde. Chier. Pas dans mes 10. Mais ça va être très drôle parce qu'on va avoir des noms très différents. Celui-là tu l'as pas mis. Ben Wallace en 2006. Non. C'est un contrat de merde, hein. Oui, mais non. Les Bulls, je félicite pas les Bulls. Je suis content que tu l'aies pas mis. J'ai cru que t'allais le mettre. Ça rentre pas dans mes 10. Oh bah non. Mais c'est un contrat de merde quand même, ça se mentionne. Contrat de merde. Hein. Mais c'est pas la première option de Ben Wallace ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, attends, en 2006, alors que Ben Wallace, il a déjà 30, 31, 32 par là, que on connaît Ben Wallace, joueur extraordinaire, défenseur incroyable, leader de défense, tout ce que tu veux, blablabla, mais alors jamais de la vie, t'en fais une option offensive réelle. Je parle même pas de faire une option 1 ou 2, je parle juste d'en faire une option offensive. Mm-hmm. Les Bulls, ça les empêche pas de le signer sur 60 millions sur 4 ans en agent libre. Au calme en 2006. Tout va changer avec Ben. Alors qu'ils ont déjà dans leur effectif, ils ont jeune Tyson Chandler en plus. Donc je dis pas que Tyson Chandler est meilleur que Ben Wallace, mais juste c'est pas logique. Pendant ce temps-là, les Pistons en 2007, en 2008, tout ça continue à aller en finale de conf. Hein. Avec Weber, avec Jason Maxwell, Mac Diaz, les débuts de Jason Maxwell, tout à fait. Sans Ben Wallace. Et de l'autre côté, on a 6 points par match. Hein. Allez, la première saison, il continue. Et la première saison, il continue à prendre plus de 10 rebonds parce que c'est Ben Wallace. Après, ça part vite en couille. Mais alors, balle au poste pour Ben Wallace, les mecs, ils ont pas compris En fait, ils ont pas compris le jeu vidéo, quoi. Vraiment, ils ont dit, on va acheter en fait FIFA et on va jouer à tout avec. Ça n'a pas de sens. Donc ouais, ça fait partie des grosses mentions. J'ai cité Chris Webber. Je mentionne Chris Webber. Chris Webber, à la sortie de son contrat rookie, j'en parlais tout à l'heure. Il est drafté en 93, donc en 94, il n'y a pas encore de rookie scale. Il signe quand même 74 millions. Rookie de l'année. Voilà. Oui, sur 15 ans. 15 ans. Pardon. Sur 15 ans. Et les Warriors, ils vont tellement... je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont une clause qui, dans le contrat de 15 ans, tu as une clause qui permet aux joueurs de opt-out au bout d'un an. Au bout d'un an. Oui. Donc, du coup, au bout d'un an, pour des raisons qui lui sont propres à lui, Chris Webber, il menace de partir et tout. Du coup, il le menace d'opt-out et donc d'être agent libre. Du coup, il obtient un trade. C'est comme ça qu'il va à Washington. Putain, 15 ans. T'as pas mis Juwan Howard dans ton zen ? Non, mais tu sais que... Juwan Howard fait partie de cette caste aussi à la fin des années 90 où en fait on se dit, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont bons, mais les mecs sont de la même équipe, c'est le Fab Five de Michigan, donc allons-y. Juwan Howard quand même aura été bon au basket, mais
À partir du moment où tu rentres dans le club des joueurs qui signent des contrats à $100 millions à la fin des années 90, parce que Kevin Garnett va ouvrir une sacrée porte. Mais si vous voulez, Kevin Garnett et Joan Howard, je les mets pas tout à fait dans la même caste. Et malheureusement pour Joan Howard, ça va faire ça, et pour KG, ça va faire ça. J'ai une question à te poser. Oui. Tu as des Français dans ton top 10 ? Non, mais j'en ai un en bordure de bordure. Je suis encore en train de me demander si je devrais pas l'y mettre. Disons les choses clairement. Les deux noms qui sont venus premièrement à l'esprit, c'est avec tout le pataquès qu'il y a eu autour du contrat de Nico Batum, qu'il y avait eu notamment avec nos amis les Hornets, et de ce qui s'est passé avec Ian Mahinmi du côté de Washington également. Ce sont les deux noms qui sont revenus. Forcément. On n'est pas en train de parler d'Evan à New York, mais ça a été deux périodes difficiles sur lesquelles nous, on y est allé sur les punchlines, sur Nico, il le sait, on a déjà discuté, que voilà, pendant cette période-là, la production n'était pas forcément à la hauteur des attentes de Charlotte, et du coup, collectivement, les Hornets n'y étaient pas sur le terrain, et en plus, ça bloquait, mais ça c'était le problème du management, la flexibilité de cette franchise, qui a distribué du contrat n'importe comment. On avait parlé de MKG, de Cody Zeller. C'est bien, ça suffit, c'est un bon exemple, MKG ou Cody Zeller aussi, tu sais, mais à un moment on était là genre putain, il faut qu'il baille tout le monde. Et moi chez les Français, celui qui me travaille le plus, c'est Joachim Noah Onyx. Tu sais qu'il y a à Washington, il y a des gens qui se posaient beaucoup de questions. Et il avait été bon à Indiana et tout, mais c'était dur. Mais là, les Knicks, quand ils prennent Joachim à l'été 2016, été 2016, on y revient. Voilà. Et qui lui donne 72 millions sur 4 ans. Joachim, sans vouloir, c'est facile de juger a posteriori, mais ça se voit que c'est plus le Joachim défenseur de l'année, candidat MVP. Il sort d'une saison avec des galères de blessures, il a même pas joué 25 ou 30 matchs dans la saison. On y va ? Ça commence à être compliqué pour lui. Et là, les Knicks, let's go 72 millions, 4 ans. Joachim fera 53 matchs en 2 saisons. Ils vont le cut en 2018. Franchement, j'étais pas loin de mettre Joachim Noah dans mon top 10. Big splash pour les Knicks c'est chaud comme de Phil Jackson qui nous avait récupéré Derrick Rose, Courtney Lee et Joachim Noah. C'était, vous savez, il y avait des billboards partout dans la ville. On était là, genre les Knicks sont de retour. Phil Jackson nous a signé tout ça. C'est très très propre. Il y a des mentions françaises complètement. Et donc voilà, nous on a déjà eu l'occasion de pouvoir en écrire et en parler. Moi je sais que Nico, ça a fait beaucoup discuter pendant ces années Hornets. Ce qui du coup est marrant, c'est de voir notamment ce qui s'est passé au niveau de la vision de Nico quand il est allé chez les Clippers. C'est que du coup, quand tu as ce rapport-là par rapport à un contrat moindre, du coup, les gens voient les choses totalement différemment. Mais c'est pour ça que Nico, finalement, je le mets moins proche du top 10 que Joachim Noah, parce qu'il a joué au basket. Alors que Joachim, malheureusement pour lui, pour les Knicks et tout, limite le petit coup où on y a un peu cru, vite fait, mais bon, dans cette période-là, c'est quand il fait le passage aux Grizzlies, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que tu veux dire ? Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai plus les détails en tête, mais je sais aussi qu'il est suspendu parce qu'il n'y avait pas que du thym. Il y a de la Marie-Jeanne et tout. Non, bien sûr. Enfin, je crois pas que c'était une histoire de Marie-Jeanne. Je crois que c'était une substance qui avait été prise pour aider notamment à Joachim à revenir de blessure, qui n'était pas autorisée dans le listing bullshit de la NBA de ça, t'as le droit, t'as pas le droit. Je crois pas. Il y avait peut-être ça. À confirmer. Genre, j'ai pas rentré non plus, mais voilà, je trouvais que c'était un peu dur de le rentrer, mais bon, Elton Brand. Non. Parce qu'Elton Brand, il signe une belle bouse en 2008. Hein. Ouais, 82 millions sur 5 ans avec les Sixers, là, en tant qu'agent libre. 2 ans avant, il est dans la discussion. C'est MVP. Ça. Mais il revenait d'une sale blessure au tendon d'Achille et il n'est pas revenu, en fait. Enfin, je veux dire, il n'est pas redevenu le joueur qu'il était. Donc, contrat quand même compliqué à digérer. On est bon sur les mentions ? Je pense, ouais. On va pouvoir attaquer le top 10 all-time. Attention, régalez-vous. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai une petite particularité en 10. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait encore ? J'ai un double header. Oh non, il se permet. J'étais obligé. J'avais pas le choix. Je pouvais pas les départager. Je vais prendre du rouge. Ça va mieux voir. Obligé. Je les mets ensemble. Ça, je les traite en une fois. Alex a mis Timofey Mozgov et Lou Holding, Lakers 2016. Et j'ai mis Alan Houston 2001. Ouais, je m'en doutais. Il est dans tes 10 ? Non. Je m'expliquerai le moment venu. Je t'en prie. Cible facile.
Oh là là, Alan Houston. Attends, alors tu sais quoi ? Je vais commencer direct avec Alan Houston parce que là tu m'as taquiné. Vas-y. Aujourd'hui, en NBA, il y a une clause Alan Houston, d'accord ? Lorsqu'on a voulu vraiment s'occuper des joueurs et dire amnesty, en fait on veut se débarrasser d'un joueur, c'est la clause Alan Houston. Pour une raison qui est simple, c'est que Alan Houston, il signe un contrat de $100 millions sur 6 ans en 2001. Alan Houston est bon. Ah bah il sort de 2 fois All-Star. Et donc c'est pour ça que je ne le mets pas plus haut. Le contrat, il est pas illogique. Il est pas illogique, mais par contre, après, c'est peanuts. Ah non, il y a 3 bonnes saisons. Il y a une bonne saison et demie sur laquelle ça va bien se passer avec les Knicks, où il est encore au scoring, mais par contre, sur la durée et l'intégralité du contrat, il y a 4 années. Il y a 4 années où juste, on n'y est pas du tout, à la fois en nombre de matchs participés, et à la fois juste en investissement dans l'équipe. À partir du moment où la NBA décide de créer une règle à ton nom pour qu'on puisse se débarrasser de toi au niveau contractuel, t'es dans mon top 10. Voilà, c'est fait, c'est rapide. D'accord, je comprends. La clause Alan Houston, quoi. Enfin, c'est quand même un truc. Limite, l'amnesty, c'est devenu une clause à son nom, quoi. Parce que les gens se sont dit, ok, j'ai le droit à une erreur, mais est-ce que je dois rester menotté à ça ? Merci les Knicks, du coup, d'avoir servi d'exemple avec Alan Houston. Et ça consiste comment ? C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est la clause de couper les gars, c'est ça ? C'est quand tu peux couper les gars, notamment, et que leur contrat ne peut pas. C'était l'ancêtre de la fameuse amnesty et de la stretch provision, sur laquelle tu pouvais dire, genre, ok, basta. Okay, bah, en parlant de stretch provision. Lou Holding. Bien sûr. Lou Holding et Timofey Mozgov, je l'ai fait en double header tous les deux, puisque ce sont des signatures faites par les Lakers au moment de l'été 2016, et ce sont toutes les deux des grosses signatures de merde. On va pas se mentir, je cherche mes notes. Voilà. Donc Timofey Mozgov, tu lui donnes 64 millions sur 4 ans, alors que le mec qui vient de jouer les finales NBA avec les Cavs, ok, à l'époque, on a bien vu, il pouvait pas jouer en finale NBA. On le mettait pas sur le terrain. Il était en galère. On n'arrivait pas à le faire jouer. Mais toi, t'es les Lakers et puis tu te sens tout léger parce que t'as Kobe Bryant qui vient de prendre sa retraite et donc de te libérer genre 25 millions facile par saison dans le cap, c'est vrai. Il y a le contrat de Kobe qui prenait quand même beaucoup de place sur la fin, hein, quand même, on va pas se mentir. Donc t'es les Lakers, tu te sens tout léger et tu fais n'importe quoi avec ton blé. N'importe quoi. 64 millions sur 4 ans à Timofey Mozgov, alors que le mec, bah, t'es en galère, tu sais pas quoi faire. Et il avait cette NBA en train d'évoluer, en train de se smallballiser et tout. Timofey Mozgov avait plus grand chose à faire là-dedans. La preuve, c'est que pour s'en débarrasser, il faudra se faire, j'allais dire des mots vulgaires, donc il faudra se faire rouler dans la pisse et la farine par Sean Marks. Voilà qui n'est pas vulgaire. Non, pas vulgaire du tout. J'avais beaucoup plus vulgaire au bout de la langue. Tu te fais rouler dans la farine par Sean Marks, qui te dit, bah pas de problème, moi je peux récupérer Timofey Mozgov. Par contre, tu peux me donner D'Angelo Russell, s'il te plaît, avec... Parce que par contre, sinon j'ai pas envie de... Enfin, tu vois. Et il envoie Brook Lopez. Sans déconner. D'Angelo Russell qui va devenir Kevin Durant. Bah, D'Angelo Russell qui va devenir All-Star. Au Nets. Puis Kevin Durant, quand je dis ça, c'est dans le sign and trade après, ouais, puisque Kevin tout à fait. Kevin Durant. Non, enfin bref, en tout cas, c'est un trade très à l'avantage des Nets parce que le contrat de Mozgov était un boulet immense. Et donc, je le mets avec Lou Holding parce que c'est une signature du même été. Et que là aussi, je trouve que quand tu regardes les choses de manière un peu froide, ok, a posteriori, mais quand même de manière un peu froide, quand il signe, je sais pas ce que t'en penses, on l'a vécu ensemble, quoi. Quand il signe 72 millions sur 4 ans à ce Lou Holding, là, qui sort du Heat, où il vient de mettre 12 points par match, enfin, c'est plus trop une star, c'est plus le Lou Holding des Bulls de 2013-14, là, qui cartonnait bien et tout. Et donc, il a déjà 31-32 ans, enfin, ce deal n'a pas beaucoup de sens. D'ailleurs, preuve en est, c'est que ils savent plus quoi en faire. Le mec peut pas jouer, le mec va se blesser. Quand il joue, il a plus le niveau. Ils vont être obligés de le couper avec une fameuse stretch provision. Ils vont payer du salaire à Lou Holding jusqu'en 2021. Sans déconner. Jusqu'en 2021, t'as des cap holds sur Lou Holding dans le salary cap des Lakers. Ouais, on va en reparler. C'est des garçons. Voilà. Donc moi j'ai fait le double header. Très bien, moi j'ai mis Alan Houston, vous pouvez vous renseigner évidemment sur ce contrat, et notamment pour la petite anecdote, moi j'avoue je commence à m'intéresser à l'NBA au début des années 2000, et tout ce qui est véhiculé c'est Alan Houston en costard. Je n'ai connu que ça. Donc c'était le template si tu veux, moi quand je découvre la NBA, de ce mec qui se fait payer 100 millions, en plus c'est des chiffres, tu sais, t'es gamin, tu dis putain 100 millions et il joue pas, je comprends pas. Il joue pas à partir de 2004, ouais. Ben ouais, mais ouais. Il joue pendant 3 ans. 3 sur 6, c'est pas assez. Je suis d'accord. Hein. Voilà.
Place numéro 9. Je ne pouvais pas mettre que des Knicks, quoi. C'est un truc. Place numéro 9. Qu'est-ce que j'ai en 9, moi? Ah oui. Oui. Sean Kemp. Ouais, Sean Kemp. Bah, fait mal au cœur, hein, mais... Eh oui. Obligé de le rentrer. 1997, C'en est encore moins bien sorti que Vin Baker, en fait. Ouais, et puis moi j'ai la choucroute qui va être encore plus haute, tu vois. Le top of the pop, ça va être après. Sean Kemp, en 97, y a un deal à 3 dans lequel Vin Baker va donc aux Sonics. Sean Kemp atterrit aux Cavs, qui lui font signer 107 millions sur 7 ans. Petit contrat, hein. Petit contrat confortable, hein. 7 ans, 107 millions. All-Star. Exactement, tout à fait. Sean Kemp. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré dans mes 10. 97, il est sérieux. Parce qu'il a joué très bien pendant 2 ans. En fait, il a fait 2 bonnes années, dont une où il est All-Star. Puis après, il y a le lockout. Après, il y a le lockout de 98. Et là, l'autre, il débarque au camp d'entraînement. Sean Crêpe. Il fait 145 kilos. Moi, c'est pour ça que je l'ai qu'en 9. Parce que même en faisant 145 kilos, la saison 98-99, il envoie encore une ligne de stats honnête. Parce que c'est un Uber athlète, mais bon. Parce que c'est un Uber athlète, mais c'est plus un Uber athlète, c'est plus qu'un athlète. C'est plus que Uber Eats. Ouais. Compliqué. Mais quand même, quand tu penses que ce mec, il va même pas aller au bout de ses 7 ans de contrat, sa carrière va s'arrêter avant la fin de ce contrat. Ça, c'est chaud. Moi, c'est un critère pour moi, ça. Quand les mecs vont pas du tout au bout, tu vois, genre, quand ça s'arrête, quoi. Ça s'arrête. Quand tu continues à être payé fini, alors que tu as arrêté ton travail, c'est un délire, ça. Hein. Moi, je suis plus basketteur. Et à partir de l'an 2000, en l'an 2000, il se tape une réhab à Portland. Il fait 6.4 rebonds, il va en réhab avec les Blazers. Ce qui est chiant avec Sean Kemp, c'est que le contrat est énorme et que c'est devenu lui le poster child, vraiment le représentant de ce lockout qui va faire des mal à trop de joueurs. Et les équipes vont devoir se le farcir. À Portland, ils se le farcissent. Les Jail Blazers, il y a notamment du Sean Kemp qui est là. Et en effet, il y a de la coke, rehab, il y a de l'alcool. C'est vraiment une chute aux enfers pour Sean Kemp. Et cette chute aux enfers, elle se fait, on avait parlé de la Marodome, etc., mais elle se fait avec un contrat qui est énormissime. Donc j'étais obligé de le rentrer dans mes 10. En 9, voilà. Je trouvais qu'il avait été assez bon. Ouais, il fait 2 saisons sur 7. C'est ça. Il y a 2 saisons sur 7 qui sont vraiment tout à fait honnêtes. Il jouait des coudes avec Ann Houston, moi, en 10, tu vois. Ouais, bah, ils ont des profils un peu similaires, en fait. Hein. On va souvent parler de 2016. Alors, chose intéressante, je le fais tout de suite. Il est en 8 chez moi. Très bien, chose intéressante. Je te laisse en parler, je mets mon 8. Allons-y ensemble. Bismack Biyombo, sit down. Biyombo qui aujourd'hui fait le bonheur de nos amis les Phoenix Suns. Exactement là où il doit être. C'est-à-dire... saison depuis un bail. Hein. Tout court. Bismack Biyombo est aux Raptors. Souvenez-vous les Raptors. Les Raptors de Bismack Biyombo. Il y a plus de 25 rebonds sur un match de play-off. On y va. On tient tête à LeBron sur pénétration. Le pivot du futur, c'est Bismack Biyombo. Je t'avais dit, Alex, que au Hoop Summit, il avait été tellement fort. Il avait fait un triple-double avec du contre. Yes, on découvre enfin à fond le potentiel de Bismack qui va faire ce qu'il faut, Alex. Ça va devenir une légende. Ça y est. On peut enfin compter sur lui. Donc, je suis Orlando. Je suis Robin Egan. J'y vais les yeux fermés. Et donc, je vais donner 68 millions de dollars sur 4 ans. L'avenir, pendant 2 semaines, c'est Bismack Biyombo. J'ai déjà Vucevic dans mon effectif. Et alors ? J'ai envie de vous dire... Et alors ? Et parce que c'est ça aussi, hein. Le Robin Egan, il a déjà Nico Vucevic dans l'effectif quand il prend Biyombo. Genre Biyombo il va glisser en 4, c'est ça l'idée ou... à la limite, pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, autant faire du... Tu sais, l'expression qu'on dit, hein, c'est jamais 203. Bon tu signes Serge Ibaka. Oui, bien sûr, propre. Donc, normal. Tu as 400 milliards de dollars qui sont dépensés sur Vucevic, Ibaka, Biyombo. Très complémentaire. Non. C'est un des... 2016, quand on fait 2016, tu sais, avec un grand arc-en-ciel, ça va revenir. Tu viens de parler de Mozgov, de Deng, il y a Biyombo sur le poster. Attends, l'autre il a bien choisi son timing, il faut des belles de 6-6, hein, comme on dit dans le jargon.
C'est un 6 points tiers bon. Ouais, c'est ça. Et un 6-6 aussi. Ouais. Ouais, non, mais c'est un 6-6, c'est tout. Il défend bien. Bon, il se place, il est costaud, il est athlétique. Mais enfin, jamais de la vie, tu lui donnes comme ça 16 ou 17 millions par an sur 4 ans. Quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, Orlando s'en est bien remis. Hein. Pour ceux qui savent pas, ils ont gagné plusieurs titres. Ouais. C'est pas comme s'ils traînaient dans les bas-fonds de la ligue. Ventre mou. Ils ont eu un petit comme ça. Avec Evan, Nico. Ils sont allés en play-off. Ils sont allés en play-off, t'es vache. DJ Augustine, gars. DJ Augustine. Oh. Les Sixers, ils ont tremblé, mon gars. Non, les Raptors. Les Raptors, pardon. Ouais, c'est les Raptors, je suis con. Oh my God. Ils ont tremblé, je te le dis. Les Bucks aussi. Hein. Ouais. Waouh. Putain. Donc voilà, non, Biyombo, ça mérite à fond. Toi, tu l'as en 9, moi je l'ai en 8. Tu vas pouvoir nous mettre ton 8. Ah bah oui. Comme ça, ça va être fait. Et c'est une mention que tu as mis en mention honorable. Et donc je suis bien content de parler justement de monsieur Jim McIlvaine. Il le mérite, hein, il mérite d'être dans le top 10. Il mérite sa place. La story de Jim McIlvaine. Et j'ai envie de dire... le contrat est pas si gros. Le contrat il est pas si gros. On est sur 34 millions sur 7 ans. Mais la story est formidable. Et ce que j'aime bien, c'est, comme on vient de le dire, jamais 203. J'ai parlé de Vin Baker, t'as parlé de Sean Kemp. Parent de Jim McIlvaine. Nous sommes à la fin de la saison 96. Les Sonics, on the rise. On vient d'aller en finale NBA. On a tenu LOL face aux Bulls de Jordan en finale 96. La priorité, c'est de s'assurer que ce groupe soit dans la continuité. Donc lorsqu'on doit discuter avec Sean Kemp et avec d'autres garçons qu'on doit prolonger, tout se passe formidablement bien, puisque la priorité des Sonics, ça va être Jim McIlvaine, 4 points, 4 rebonds de moyenne. Sean, on est un peu rack parce qu'on a payé Jim. J'ai pas le temps pour toi. J'ai besoin de 4 points et 4 rebonds de moyenne en sortie de banc. Il nous faut absolument du backup pivot. Sinon, ça va être trop compliqué pour Frank Brickowski et compagnie. Et donc, du coup, Sean Kemp, effet boule de neige, ou boule de viande, ça dépend comment on voit les choses, va très mal le prendre. C'est le début, ce sont les prémices du divorce terrible entre Sean Kemp et les Sonics. Sean Kemp est Seattle avec Gary Payton. Lorsque Jim McIlvaine prend son contrat, il fait « Excusez-moi, c'est ça votre priorité ?» D'accord. Bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir ailleurs. Et non seulement on joue au jeu au plombé, mais alors les Cavs, vous aussi je vais vous plomber, d'accord? Donc tout part de Jim McIlvaine, c'est extraordinaire. Le pic de Jim McIlvaine, c'est 5.5 rebonds. Magnifique, super joueur. Non, parce que là, tu vois, on a parlé quand même de... Tu vois, Mozgov, il a pu quand même... Lou Holding, il a été... Alan Houston, il a été capable de... Enfin, tu vois, on a parlé des joueurs qui sont quand même... Non, Jim McIlvaine n'a rien à faire là. Il a pris 34 millions de dollars, mais regarde-moi, hop, c'est à moi. Bah, comme on vient de parler de Biyombo, quoi, c'est des mecs... Ouais, encore Biyombo, après... il a pris 26 rebonds dans un match de play-off, tu vois. Oui, McIlvaine, il a pas pris 26 rebonds dans un match de play-off. C'est vrai. Bismack, à la limite, il jouait. McIlvaine, il McIlvaine, quoi. On passe en 7 ? En 7, qu'est-ce que j'ai en 7, moi ? J'aime bien ce top 10 parce que je sens qu'on va se croiser un petit peu. Qu'est-ce que j'ai en 7, moi ? Oh bah alors là... Ah oui. Avec son nom de chanteur français, là. Eddie Curry, ah bah. Et New York, j'ai Jérôme James. Jérôme James. Je l'ai plus haut. Mais je l'ai aussi. Parle-nous du premier Curry. Monsieur, l'avantage de Eddie Curry, c'est qu'honnêtement, sans mauvais jeu de mots, il peut largement contenir la famille Curry. Ah bah ça, il n'y a aucun souci. Je le dis, moi. Nous sommes en 2005. Isaiah Thomas, donc l'ancien patron des Bad Boys de Détroit, hein, le vrai Isaiah Thomas. Pas le conducteur de la Brinks. Hein. Voilà, pas le conducteur du fourgon de la Brinks. Et General Manager des Knicks. Et il va nous faire du très 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 beau boulot. Qu'est-ce qui peut mal se passer ? De l'orfèvrerie. Et il va voir ce grand pivot, grand et costaud, avec, à la décharge d'Isaiah Thomas, des mains. C'est-à-dire, il a été productif, Eddie Curry. Exactement. Bah, c'est pour ça qu'il est qu'en 7. Il est qu'en 7. C'est vrai que... Jérôme James, bref. Moi, il est qu'en 7. Hein. Parce qu'effectivement, donc il signe 60 millions sur 6 ans. Ça va. C'est un assez gros contrat pour l'époque. 10 millions par an, à l'époque, c'est des gros contrats. C'est des contrats sérieux. Comme il est assez doué en attaque, il va nous faire, sur les 6 saisons, il va nous en faire 3 de corrects. Quand je dis correct, il y a du 14 points sur rebond. Il y a un pic à 18,7 rebonds. Sur la saison, je crois, 2006-7, je crois. Il y a aussi un pic à 150 kilos.
Et puis surtout, il n'y a pas de défense, il n'y a pas trop de rebond. Il y a des affaires extrasportives. Des affaires extrasportives pas terribles. Il y a une bague avec le Heat en 2012, en bout du banc, hein, mais là, la bague. Ouais. Âme sensible, ça va se tenir, tapez sur Google si vous le souhaitez, mais faites attention à ce qu'il n'y ait personne, vous tapez Eddie Curry, chauffeur taxi. Voilà, et vous lirez ce qui s'est passé. Ouais, ça craint. Il a bien pété des câbles. C'est vrai, il a bien pété des câbles. Donc moi, il rentre parce que, pour le coup, les Knicks ont vraiment payé sur 6 ans un mec pour 3 saisons correctes. Un mec où, honnêtement, même s'il n'est pas mauvais de ses mains, et qu'il a montré des petits trucs de basket au moment où il se fait signer, tu peux quand même avoir des doutes, quoi. Tu peux quand même te poser des questions sur sa discipline au niveau discipline diététique, sur sa défense, sur son rebond, sur plein de choses, en fait. Donc c'est quand même un très mauvais contrat. Ouais, je suis d'accord. Il avait montré des belles choses à Chicago, un peu à ses débuts, et on s'était dit tout à fait à New York que ça pouvait être pas mal. Et moi j'ai un souvenir de Eddie Curry qui fait un peu rugir le Madison Square Garden parce que quand il était motivé c'était chaud à contenir parce qu'il avait ce côté très stock et en même temps ballerine sur ses pieds. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est impossible de dessiner le portrait des Knicks mal managés des années 2000 sans parler d'Eddie Curry. Ouais, c'est impossible, je suis d'accord. Donc il est en 7 chez moi. Comme toi, de Jérôme James. On ne peut pas. Plus ou moins la même époque, hein, on ne plus peut que pas, moi, même. Mais c'est complémentaire, tu sais, comme raquette. On ne peut pas non plus éviter Jérôme James, que Alex vient de dire est plus haut. Juste, je donne les premiers chiffres, évidemment. Jérôme James, 30 millions de dollars sur 5 ans, sur une série de playoffs. Ouais. No disrespect Sacramento, après ça joue contre San Antonio, si je dis pas de bêtises. 13-7. Hein 13-7. Et 13 points, 7 rebonds. Face à la raquette des Kings. Avec les Sonics. Attention, tout à fait. C'est le bras droit de Ray Allen, il faut la dire, sans trembler du menton celle-là. Jérôme James va ensuite être signé par les Knicks de Isaiah Thomas. C'est un running gag. Pour 30 millions sur 5 ans, il ne va rien se passer par la suite. C'est-à-dire que soit ça va jouer et donc mal jouer, tu ne craques même pas la rotation. Derrière, attitude de merde, je te laisserai confirmer à son passage. Et tu finis même pas le contrat. Voilà. Non. Dégueulasse. Ça, c'était le 7 ? C'était le 7, on va devoir mettre un 6. Oh putain. Qui tu as ? Omer Ashik. Big Country. Ouais. Big Country Reeves. Parle-nous d'Omer. Omer Ashik. Il a une maladie et tout. Oui, complètement. Non, mais attends. Absolument pas de sa faute. Ouais. C'est pas ça que je dis. Juste que en 2015, quand les Pélicans lui mettent 44 millions sur 4 ans, je suis désolé, c'est n'importe quoi comme contrat. Il y a le passif, tu sais. C'est-à-dire que on a déjà... Enfin, l'enchaînement est incroyable. Tu sais, il y a le contrat des Bulls, qui est un véritable boulet, avec la 3e année hyper chère. C'était Houston ou Chicago, ça c'était Chicago. Attends, c'était les Bulls. D'accord. Bulls qui arrivent à refiler ce contrat absolument dégueulasse aux Rockets. Mm-hmm. Les Rockets vont se rendre compte vite fait de la supercherie et refiler la patate chaude aux Pélicans. Et les Pélicans, non seulement ils récupèrent un deal vraiment crado, mais en plus, ils réussissent à empirer la situation en faisant re-signer 44 millions sur 4 ans aux joueurs. Alors, évidemment, après, il y a maladie, sa carrière est écourtée et tout. D'ailleurs, les Pélicans vont réussir à reprofiter des Bulls. C'est quand même incroyable l'histoire d'Omer Ashik. Omer Ashik va repartir à Chicago. Quand Chicago a devoir choisir entre Mirotic et Bobby Portis, parce que l'un a cassé la gueule à l'autre. et ils vont quand même, du coup... les Pélicans est obligé de lâcher un premier tour de draft aux Bulls pour renvoyer Omer Ashik là-bas. C'est dire à quel point le contrat était dégueu, parce qu'en fait 44 sur 4, aujourd'hui on fait c'est un role player, mais en fait le 44 sur 4 de 2015 c'est tellement un boulet que tu es obligé d'attacher un
premier pic de draft pour recevoir Mirotic, enfin pas non plus un franchise player, tu vois. Donc bon, là franchement non, obligé. Maintenant, respect, il y a des circonstances médicales qui ont fait que il a certainement pas pu faire contribuer comme il voulait. Ouais. Exactement, on est d'accord. Mais il n'empêche que en fait, c'est même pas sur Omer Hachik. Là, j'ai écrit Omer Hachik, mais en 6, j'ai les GM, le GM des Pels. Comment il s'appelait déjà là Dems. Comment Dell Dems. Dell Dems qui à l'époque. C'était déjà Dell Dems, je sais pas. Bref, le front office des Pels qui a fait signer ça à Omer Hachik, mais avec quels critères tu réfléchis, quoi Quel est ton angle 2014. Quelle est ton idée, en fait, quand tu fais ça C'est 2014, c'est 2015. Quelle est ton idée quand tu fais ça Ouais, Dell Dems. Quel est le plan Ouais, franchement, j'ai récupéré un contrat tout pourri. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 4 années. Voilà, viens pas chialer si ta franchise elle ressemble à rien après. Hein. En duo avec Alexis Agincourt dans la raquette et tout ça coaché par Monty Williams. Comme quoi, croyez en vos rêves. Genre ils sont complémentaires. C'est derrière cette expression et de ce contrat que vient l'expression Ashikashik aïe aïe aïe. Moi j'ai mis Brian Reeves en 6. Big Country. Ouais, je l'ai pas rentré, j'aurais peut-être dû, il méritait, je savais pas trop. Il mérite, il y a un beau dossier. Bon, déjà, joueur le plus sexy de la planète, vous le savez, vous pouvez aller voir les Vancouver Grizzlies. Nous sommes à la fin des années 90, plus précisément en 97. Les pauvres, ils viennent d'arriver. Les pauvres petits, ils viennent d'arriver, quoi. C'est payant. C'est payant. Ils ont changé de pays 2 ans après. C'était terrible. Ils essaient de garder un bon joueur. Ils essaient de garder un bon joueur. Les 3 premières saisons de Big Country, allez, on y va au bout de 2 saisons. C'est pas mal, 16 points, 8 rebonds. Même le Shaq de la fin des années 90 dit, franchement, il y a des gars, je comprends pas, j'arrive pas à bien jouer contre eux et j'arrive pas à vraiment les battre, c'est Rick Smith et Big Country Reeves. Ouais. Le Shaq de la fin des années 90. C'est-à-dire que 130 kills facile. Hein. Tout à fait, non, mais attends. C'est un pépère. Attends, Bûcheron, tout à fait. Voilà. Et puis je peux dire lui, il se brosse les dents avec des couteaux, il en a rien à Je peux dire que sa marque de fringues, c'est Maga, hein, vraiment. C'est Maga fort, hein, vraiment. Hein. Vous irez voir ce que ça veut dire Maga, les plus jeunes. Vous irez voir. Voilà. Mais Big Country Reeves est à Vancouver et donc au bout de 2 saisons, on va lui proposer un contrat de 62 millions sur 6 ans. On va repartir sur la même dynamique que les autres. #lockout. Donc malheureusement, Big Country Reeves va juste revenir en tant que Big Country. Country plutôt. Et malheureusement, il sera plus du tout en condition de pouvoir jouer. Problème au dos. Sa carrière se termine très rapidement, mais ce n'est pas qu'une histoire aussi de problème au dos. Je suis retombé sur cette anecdote. Il avait dit qu'il n'avait pas pu s'entraîner et se maintenir en forme parce que dans le village dans lequel il habite, son village natal, il n'y a pas de terrain de basket et il n'y a que 300 habitants. Donc je pense que le niveau de sérieux est à peu près à la hauteur de 62 millions sur 6 ans. Ouais. Excellent contrat, Big Country ne va absolument plus produire en NBA. Et d'ailleurs, certains considèrent en effet, comme tu le disais, il vient d'arriver, que les Grizzlies, après en étant bloqués totalement de par leur situation financière, vont être poussés gentiment à changer de frontière et d'aller rejoindre les Memphis Grizzlies. Ça fait partie des théories. Parce que les finances mal gérées comme ça, tu te dis genre, attends, on est nul, on est à chier, on a distribué des mauvais contrats, qu'est-ce qui se passe, David Stern? Pas aller dans le Tennessee? Ouais, vous dégagez, vous quittez le Canada s'il vous plaît. Parce que Toronto, ça va, 2 secondes, on va pas parler 2 fois canadien non plus. On rentre dans le top 5? Bah ouais, on va mettre un numéro 5. Jérôme James pour Alex en 5 et j'ai mis Timofey Mozgov. Alors, mis tout seul. J'ai mis tout seul pour une raison qui est simple, d'accord. Tu en as parlé extrêmement bien. 2 choses que j'ajouterais. Premièrement, c'est Timofey Mozgov historiquement qui lance la Free Agency 2016. C'est le premier contrat. Ouais, les Lakers. On était en train de gérer. Sécuriser. Attends, Bastien, fallait le sécuriser. On était avec Giovanni, on était en ouverture 2016, on était comme ça. Finaliste NBA, le gars. On était comme ça. Finaliste NBA. Et on se disait qu'est-ce qui va se passer. Et le premier contrat qui tombe, c'est Timofey Mozgov, comme tu l'as bien précisé. Juste, pourquoi je le mets en top 5 ? Parce que j'invite à tout le monde, et j'ai pu le checker, à aller tout de suite, si vous le souhaitez, dans le salary cap 2022 du Orlando Magic. Timofey Mozgov, au moment où nous parlons, va gagner 5 millions cette saison. C'est bon ça. C'est bon ça. Je répète, pour ceux qui ont du mal, allez voir maintenant les détails des salaires versés par le Orlando Magic. Ça s'est arrêté en 2021. Il a été stretch plus tôt. Ça a été stretch plus tôt. Ouais. Timofey Mozgov gagne 5 millions là cette saison. Vous pouvez aller vérifier. Je me suis tapé une énorme barre en regardant ça. Je me disais, c'est pas vrai.
Mais attends, c'est Timofey Magic Mozgov qui paye en plus. Voilà. Il faut savoir que Timofey Mozgov n'est plus NBA depuis 2018-19, on est en 2022. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et du coup, c'est pour Orlando, parce qu'ils ont récupéré juste la fin du contrat. Ouais, bah, ils ont pris le contrat finissant à un moment donné. Voilà. Ouais. Donc la production n'y est pas, et puis alors tu signes un contrat en 2016 et t'arrêtes de jouer en 2018, t'es encore payé en 2022. Non, cette phrase elle est trop forte. C'est pas mal. En 2022, en 2022. Mais n'empêche, c'est un bon businessman, le gars. Il joue petit peu. Magnifique. Ah ouais, par contre, ouais, le business plan, alors ça j'adore. Bah, à propos de business plan, une série de playoffs, 30 millions sur 5 ans. Alors 30 millions sur 5 ans, en 2005, c'est pas non plus, enfin pas un si gros salaire C'est pour ça qu'il est en 7 chez mais moi. c'est 30 millions de trop. Je suis désolé. Et 50 trop aussi. Ouais, et 50 de trop. C'est un joueur médiocre. Et ça se voyait. Alors, ok, il avait fait une série de playoffs là, avec les Sonics contre les Kings sérieuse, mais pas non plus un truc de fou. C'est ça le truc, c'est que Jérôme James, c'est une série de playoffs, mais c'est un 12-7 sur une série de playoffs, 12 points, c'est trop bon. Ça aurait été, tu sais, genre le gars à 24 points, ultra dominant, avec 9 rebonds, 10 rebonds, 12 rebonds ou quoi. À la limite, j'aurais pu comprendre, mais là, on parle d'un joueur. Ok, il a fait une série de playoffs en 12-7, mais sa saison, 5 points, 3 rebonds. Et 5 points, 3 rebonds, bah, c'est à peu près les moyennes en carrière de Jérôme James. Hein. Faut pas déconner quand même. Donc là, vraiment, ils ont archi déconné du côté des Knicks. Là, je ne comprends pas cette signature. Genre, vraiment, c'est 30 millions de trop, c'est 5 millions de trop, c'est n'importe quoi. Le mec, sur les 5 ans qu'il signe, il va jouer que 90 matchs en 4 saisons. 90 matchs en 4 saisons. Pardon. La dernière saison, il est blessé, il joue pas. Et après, c'est fini. Tourne Achille. Sans déconner. Bon, la dernière saison, à la limite, on peut. Voilà, la faute à pas de chance, il est blessé. Mais de toute façon, les 4 précédentes, il ne joue que 90 matchs en 4 ans. Non, c'est n'importe quoi. Jérôme James, c'est. Franchement, au début. Ça, je voyais que c'était pas je l'avais même plus au début. Parce que vraiment. Mais le contrat est passé gros. Tout le jeu. Exactement. Le contrat est passé gros. Parce que sinon, tout le jeu et tout, je veux dire. Aujourd'hui, c'est un minimum vet de bout de banc. Point barre. Oh, il fait même pas la NBA. Et en fait, en 2005, c'était un minimum vet de bout de banc. C'était pas du tout un mec à qui tu mets un contrat garanti comme ça sur 5 ans. N'importe quoi, Isaiah Thomas. N'importe quoi. Isaiah Thomas des Knicks. Je crois que c'est lui qui avait réussi à faire cette année-là, 2005-2006. Je crois que les Knicks, ils sont 28e de la ligue ou 27e. Et ils ont la plus grosse masse salariale. Ah oui, non, mais ça, c'est... Sans déconner. Très très fort. Oui, parce qu'on oublie Jared Jeffries aussi. Hein. À l'époque, il y a des garçons qui sont bien payés. Hein. Parce que tout le monde en plus sentait la combine. Hein. Ils disaient putain, il y a Isaiah Thomas qui gère les Knicks. Il m'a appelé. Ouais. Il m'a appelé. Ça sent bon là. Rajoute un 0. Ouais. Regarde, j'ai tenté 30 millions. Et ben il a dit oui. Jérôme James, ça se voyait que c'était un pas bon basketteur qui n'avait pas sa place. Wow. Et j'étais en train de vérifier là, pendant que Alex en parlait. Vous pouvez aller voir une des photos les plus mythiques de Jérôme James avec un sac poubelle sur les épaules en plein milieu d'une conférence de presse. Parce que Rick Adelman à Seattle lui avait dit justement on va te couper. Donc merci de débarrasser ton vestiaire. Et il portait un sac poubelle avec ses affaires sur lui. Photo mythique. On va entrer dans le top 4 des pires contrats de l'histoire. Hein. Donc là, j'ai un joueur qui va peut-être faire débat. J'assume. Moi aussi. John Wall. Moi, je mets John Wall. Une franchise, un cœur, Gilbert Arenas. Ah ouais, Gilbert. Je mets John Wall. Je suis obligé de le mettre. En fait, comment je sais que c'est vache. Hein. Oh. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, t'as pas le droit et tout, mais en fait, hormis le fait que quand la prolongation lui est mise sur la table de 171 millions sur 4 ans, John Wall est fort, hein, attention. Il est fort, mais il joue pas, il est archi blessé. Genou, puis tendon d'Achille, de la blessure sérieuse. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que la saison 2019-2020, qui est la première saison de ce contrat de 4 ans, horrible, 0 match, blessé, d'accord. Trade aux Rockets pour la saison 20-21. Le temps qu'il revienne, il joue que 40 matchs. Il envoie quelque chose d'à peu près correct, tout à fait. 40 matchs. Là, au moment où on fait cette vidéo, il est toujours chez les Rockets et il n'a pas joué depuis le début de la saison. Non. Et il a donc là on est sur 3 saisons. En 3 saisons,
qui coûtent dans les 40 millions chacune, il y a 40 matchs en 3 saisons. Et là, il a une player option. Donc cette saison-là, 2021-22, au moment où on fait cette vidéo, il est le 3e joueur le mieux payé de la ligue. Pardon. Et la saison prochaine, il a une player option à 47 millions. Qu'il va peut-être prendre. Tout John Wall qu'il est, tout aussi talentueux qu'il l'ait été, il l'est peut-être encore, on ne sait pas, tout aussi explosif qu'il ait été, All-Star, machin, gna gna gna, c'est une horreur ce contrat, c'est une horreur ce contrat, c'est un bad trip ce contrat. Il est lui-même prisonnier de ce contrat en fait. S'il joue pas, c'est à cause de ce contrat en fait. C'est un contrat de merde que les Wizards ont réussi à refiler dans un swap avec Westbrook, qu'ils ont dû regretter très très vite les Wizards parce que malheureusement le mec est trop blessé. Enfin, tu vois, tout est trop compliqué. En ce même temps, t'as Bradley Beal qui explose. Tu as envie de faire la franchise de Bradley Beal et tout. Juste avant, il venait de faire un contrat de 5 ans, environ 80 millions sur 5 ans, qui est beaucoup plus raisonnable, où il a été blessé à la fin de son contrat. Ils ont décidé de le prolonger quand même. Et je suis désolé, c'est sauf miracle. C'est pour ça que je le mets que 4ème et qu'il rentre pas sur mon podium, mais il peut finir 1. T'imagines s'il joue pas là ? S'il joue que 40 matchs en 4 ans de 171 millions ? Oh, c'est chaud. Regarde, par rapport à tous les critères qu'on vient d'énumérer pendant ce top 10, c'est extrêmement chaud. Les Wizards ont été prisonniers. John Wall est prisonnier. Les Rockets sont prisonniers de ce contrat. C'est une merde sans nom ce contrat. C'est une catastrophe ce contrat. Voilà, pour un beau joueur que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai. La conclue. Mais c'est vrai. Mais je l'aime. Moi, je suis triste. C'est pour ça que je le mets pas. Parce que je suis triste. Ah, quand même. Putain, ok, j'entends. Moi, je l'ai pas. Et tu veux des mecs qui touchent des millions en costard ou en jogging ? Bah voilà, il y en a un. L'attitude de John Wall est son pire cas parce que malheureusement il y a la faute à pas de chance, les blessures, ça, et donc là il s'est tapé un gros combo, mais lui aussi lorsqu'on lui a tendu les perches n'a pas été bon, ni dans l'attitude ni dans ce qu'il fallait, alors que ça aurait pu être réglé. On voit qu'il y a 8 mois, 1 an, on parlait n'importe comment de Kevin Love, aujourd'hui tout va bien. Il y a 3 ans on parlait n'importe comment de Chris Paul, aujourd'hui tout va bien. Il y a des joueurs qui ont décidé de changer leur script par rapport à la situation. John Wall ne l'a pas fait, là-dessus je suis d'accord. Si j'ai pas réussi en fait à le mettre, tout à fait. Si j'arrivais pas à le mettre en fait dans les 10, hein, parce que j'avoue, je les zappais, je me suis dit c'est en cours, on verra. Si ça se trouve, il peut changer le script l'année prochaine. J'en sais rien. On l'a vu. Tout à fait. Mais au moment où il signe le contrat, je suis d'accord, c'est le seul truc qui ne fait pas le mettre 1. Il est dans le classement des meilleurs meneurs au monde. C'est limite un candidat MVP. Il vient d'assassiner les Celtics avant qu'ils se fassent assassiner collectivement, mais avec un des plus gros shoots de l'histoire de Washington. Donc c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Mais c'est indéniablement, je pense que par contre là où il peut avoir une place verrouillée dans le top 10 et donc dans le top 5, c'est que avant qu'on retrouve quelqu'un qui sur une saison gagne 43 millions de dollars pour ne rien faire, je pense qu'on va attendre. Faut pas jouer, parce que tu vois on a énormément critiqué le contrat de Chris Paul. Il nous a fermé nos bouches. Même Kevin Love. Et Chris Paul il nous a fermé nos bouches fort une première fois avec sa saison à OKC. Ensuite, même s'il était, entre guillemets, trop payé, entre guillemets, 40 millions, tu vois, c'était quand même une sacrée folie quand même que les Rockets lui avaient mis sur la table. Ensuite, il nous referme encore plus fort la bouche avec les Suns. Et ensuite, il opt-out pour prendre un peu moins cher. John Wall, par exemple, pourrait baisser dans mon classement s'il optait out, là, et qu'il disait « Ok, tu sais quoi, je veux jouer au basket. Donc mes 47 millions, je m'assois dessus. Voyons combien je peux prendre. » Sauf que le problème, c'est que lui, il pourra pas prendre comme Chris Paul un truc un peu sympa. Là où les Suns ont pu faire payer un peu moins cher Chris Paul et gagner sur le court terme en lui assurant des trucs un peu plus longs. Non, mais mais là, John Wall, moi, c'est un contrat boulet. Et donc, en ce sens, moi, en tout cas, dans la NBA actuelle, il n'y a juste pas de débat. C'est lui. Et je savais pas encore si je le mettais dans une catégorie all-time parce que... en fait... ne fait pas le mettre 1, c'est que c'est pas fini, quoi. Mais franchement, non, il est 1. Trop chaud, quoi. 171 millions. Il a été performant matchs. Quand même. 171 millions pour 40 matchs. Je crois que c'est le rapport le plus dégueulasse qu'on ait de tout notre classement. Bien sûr. Parce que c'est chaud. Parce que c'est aussi un contrat actuel où il y a eu une explosion. Ah oui, non, mais ça, ils ont de la chance, ils gagnent plus de pognon. Par contre, les contrats peuvent être de pire en pire et de plus en plus boulets. Ah bah ça, on est bien d'accord. Je veux bien voir comment vont se passer les prochains mois pour John Wall et s'il arrive à recadrer un peu le tir, parce que Kevin Love aussi, on en parlait un peu n'importe comment un an, et il a réussi. Mais tu vois, il est pas dans ce classement, enfin à moins que tu nous fasses des surprises sur le podium, mais bien juste. non, moi juste j'avais mis quoi en 4, j'ai mis Gilbert Arenas en 4. T'as mis Gilbert. Qui est dans le classement.
parce qu'on parle quand même juste d'un joueur qui, oui, était à un niveau All-Star, qui en 2008 est Prime Gilbert Arenas, c'est-à-dire que nous sommes encore à Washington, suivez bien nous très fort et attachez votre ceinture. C'est l'agent zéro, on est sur Hibachi, c'est un joueur qui est transcendant, qui est dans la conversation des meilleurs joueurs au monde. On a parlé par le passé de ses shoots extrêmement clutch, c'est le patron des Wizards qui sont en playoff, c'est Gilbert Arenas, quoi. Je veux dire, c'est un garçon qui est indiscutablement 2005, All-Star. 6, là, ouais. Il est All-Star, il est dans son prime, et donc on va arriver sur des négociations. Le problème, c'est que il y a déjà le contrat. 111 millions sur 6 ans. Enfin, avant même que le contrat soit signé, la saison qui précède la signature de ce contrat blessé, il joue pas, hein. est blessé. Ou quasiment pas. Enfin, il joue 13 matchs. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc du coup, Gilbert Arenas est en train déjà de nous montrer des bases qui sont un peu flippantes. Et on se dit, est-ce que Washington, vous êtes sûr de votre coup ? Spoiler, non, ils sont pas du tout sûrs de leur coup. Et non seulement il va y avoir des soucis, la faute à pas de chance qui contrôle pas, mais l'attitude. Parce que 1 an après Gilbert Arenas, ça rejoue pas non plus, il y a quelques matchs, il y a 2 matchs, la saison suivante il y en a une vingtaine. Au total, sur le contrat, il va en jouer 40 des matchs avec les Wizards. 55. Voilà, 50. Tu demandes, j'ai les chiffres. Non mais bien sûr, mais par contre si tu veux demander le contrat, c'est 111 millions sur 6 ans, et je peux te dire que le mec qui s'est quand même pointé dans un vestiaire avec un gun, alors qu'on était en pleine tentative de construction et de virage à Washington, c'est pas ok, il y a eu Javaris Crittenton a fait le con aussi, mais de tous les gars là qui sont dans ce classement, il y a que John Wall en fait qui peut être en discussion, parce que sinon dès que ça a atteint les 9 chiffres, donc 100 millions, Gilbert il a quasi la palme d'or en fait. Je suis d'accord, mais moi je l'ai dans mon classement. Ah mais donc, très bien. Spoiler, il est plus haut. Très bien. Ah mais je suis d'accord, c'est un contrat dégueulasse. Là où je peux pas le mettre plus haut. J'adore le joueur, hein, mais. Là où je peux pas le mettre plus haut, c'est que il y avait ces doutes, mais que c'était Gilbert Arenas et que donc on se disait et on a continué à discuter de imagine si Gilbert dans la NBA actuelle, c'était un bête de basketteur. C'est-à-dire que là autour là dans le top 10, on a mis quand même des sacrés boosts quoi. On a parlé des Jérôme Jain, c'est des Brian Reeves, des McIlvaine. On a mis des joueurs ou qui n'ont même pas juste qui auraient rêvé d'être sur un ballot de All-Star. Là, lui était sur des ballottes de MVP, comme John Wall, donc c'est pour ça que je peux pas les mettre plus haut, parce que c'est des garçons qui ont quand même prouvé. Et donc c'est ce qui explique aussi, c'est intéressant, c'est ce qui explique aussi le management de ces franchises, qui dit, on a eu de quoi se baser, donc du coup, on peut y croire. Mais il y a des garçons auxquels il faut juste ne pas y croire. Et on va rentrer dans le podium. Qui tu as en 3 ? Gilbert Arenas. Ah ! J'ai sur mon podium. Il y a quand même 60 millions en costard. À peu près. J'ai fait les calculs à peu près. Il y a 60 millions en costard. Sur les 6 ans, il n'est actif, et encore actif, mais que 4. D'accord ? Donc il a déjà 2 années entières, c'est payé sans jouer du tout. C'est chaud. 55 matchs pour les Wizards, 49 pour le Magic, 17 pour les Grizzlies. C'est tout ce que Gilbert fera à partir de la signature de ce contrat. Alors ok, il y a des blessures, l'attitude n'est pas bonne. Non. On ne sait plus quoi en faire. Puis ça se voit qu'il s'en battait les couilles. Le mec, il s'en battait. Voilà. Donc moi, ça, c'est podium. Ouais. Mais c'est que, entre guillemets, que podium. Il a une bonne tête de numéro 1. Mais joueur très fort. Et puis quand même, merde quoi. C'est Gilbert, pour le foot en numéro 1 des pires. On le met sur le podium. Regarde. Voilà. T'as mis qui ? Ah putain, ouais, je l'ai pas dans mon top 10. Eric Dampier. Pourquoi il est podium ? Je comprends pas. Tu vois, de toute façon, c'est très bien, on va pas avoir les mêmes contrats. Ah bah non. Eric Dampier. Nous sommes en 2004. Et j'étais obligé de l'avoir en podium parce que c'est lié aussi notamment à mon enfance. Et donc notamment, c'est une des premières free agency que je suis d'assez près parce que Eric Dampier joue à Golden State et va être un des emblèmes de la contract year, c'est-à-dire je vais tout péter sur mon année de contrat pour après bien me ramener à la free agency. Eric Dampier fait une énorme saison individuelle à Golden State, des Warriors qui ne sont pas bons, et il est à 12 points et 12 rebonds de moyenne. Et donc du coup, Eric Dampier se pointe à la free agency 2004 comme étant le pivot à devoir absolument signer. Les Mavs vont signer Eric Dampier donc pour 73 millions de dollars sur 7 ans. Je répète, 73 millions de dollars sur 7 ans. Ça fait 10 par an. Correct. 7 ans. 73 millions de dollars sur 7 ans. C'est énorme, et sur la durée, et sur le total. Ouais, pour un joueur qui, non seulement jamais va être dans une discussion de All-Star, mais va même pas être un
sûr et certain titulaire à Dallas. C'est-à-dire que très très vite, on se rend compte qu'il a bien dosé son année de contractière pour essayer de choper un gros contrat, mais après, il ne sera plus jamais à 12 points et 12 rebonds de moyenne. Et surtout, les fans des Mavs, je vais pas vous raconter comment ça s'est passé à l'été 2004, parce qu'il y a un copain qui est à côté de moi, là, dans son pouf. Qu'est-ce qui s'est passé à Dallas à l'été 2004 ? L'argent que tu as mis sur Eric Dampierre, tu l'as pas mis sur qui ? Steve Nash. Voilà. Merci. Et quand Steve Nash et son agent voient ce qui se passe... Pu le mettre en 1, Eric Dampierre. Et quand Steve Nash et son agent voient ce qui se passe à Dallas avec Eric Dampierre, avec Mark Cuban qui dit « Non mais allez-y les Suns, ouais Mike D'Antoni, allez-y, éclatez-vous ». C'est pas juste Eric Dampierre et sa contractière de merde qui va venir foutre un bousin à Dallas. C'est que ça va pousser Phoenix à obtenir un two-time MVP. C'est-à-dire que tu as bloqué les finances des Mavs pour faire rien du tout. C'est-à-dire que par la suite, on va avoir un peu de Brennan Haywood qui va même prendre de la place, d'autres garçons, même du Desagana Diop. Le poste de pivot qui devait être géré pendant des années à Dallas aux côtés de Dirk Nowitzki, c'est raté. Basta. Preuve étant, le joueur qui va prendre après la suite, c'est Tyson Chandler, ils vont aller jusqu'au titre en 2011. Mais en 2004, moi je me souviendrai tout le temps, c'était Eric Dampierre, gros titre, ça va être le pivot à aller chercher sur la free agency. Eric Dampierre, 12 points, 12 rebonds, il faut du double-double. Le seul ratio qu'on va avoir, c'est salaire, faute, minutes par match. Une horreur absolue. Et alors, en termes de basket pur, je veux bien l'asseoir avec Jérôme James et compagnie. C'est pas ouf. C'était pas ouf du tout. C'est vraiment c'est peut-être un peu mieux que Jérôme James. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Mais c'est pas ouf. Hein. Non, mais ça vaut jamais ça. Non, il est plus dans la courbe de Danny Fortson que de Vin Baker et Sean Kemp quand même. Je suis d'accord, ça vaut jamais ça. 3e. Donc toi, t'as Eric Dampierre en 3. Moi, j'ai donc Gilbert Arenas en 3. Bon, je peux en reparler, tout va bien. Et donc en 2, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, j'ai un mec, c'est pas de sa faute, mais ça reste un contrat horrible. Bien sûr. Bon, après, je peux m'auto-spoiler, hein, mais je l'ai dans mon top 10. Et je peux m'auto-spoiler parce que je l'ai dans mon top 10. Ah d'accord, ok. Ah, c'est marrant, on a inversé. Bon, ok. Ouais, ça se bataille. Hein. Alex a Jason Williams en 2 et donc Chandler Parsons en 1. Alors, Jason Williams. Ah ouais, on va venir. Jason Williams, avec un Y. Tout à fait. Pas Jason Williams, non. Pas Jay Will. Tout à fait. Non, mais c'est important parce que ceux qui font la vaisselle, là, ils vont se couper. Là, sinon. Tout à fait. Jason Williams pour Alex en 2 et donc Chandler Parsons en 1. Et moi, j'ai Chandler Parsons en 2 et Jason Williams en 1. Par qui tu veux commencer ? Et moi, j'ai Chandler Parsons en 1. Ouais. Bah écoute, moi je vais parler de Jason Williams, comme je l'ai en 2. Peut-être tu veux commencer après sur Chandler Parsons, puis on va se recroiser comme ça. Je suis d'accord. Oh là là. Jason Williams. Nous sommes en 1999. Jason Williams vient d'être All-Star en 98. Il a fait 13 points, 13 rebonds sur la saison, donc c'est un bon gros double-double bien fort, alors qu'avant il avait eu du mal un peu à démarrer. En fait, sa carrière, elle prend un gros pic à ce moment-là, il envoie une vraie bonne grosse saison, 13-13, bon c'est pas ouf 13 points, mais 13 rebonds c'est quand même extrêmement sérieux. Il est All-Star avec ça. Les Nets sont très intéressés. 98. Ouais, le All-Star ouais, la négociation c'est en 98. Ouais. Les Nets sont très intéressés et ils lui proposent 86 millions sur 6 ans. Non mais il est All-Star en 98. Donc c'est l'été 98 tu veux dire la signature. Ouais. Les Nets sont très intéressés, ils lui proposent 86 millions sur 6 ans. Gros contrat. Pour la fin des années 90, c'est un gros contrat. Ils veulent en faire une pièce maîtresse de leur projet. Leur projet avec des mecs comme, je sais pas, ils ont dû récupérer. Ils ont déjà Marbury à cette époque, peut-être. Je sais pas, on s'en fout. Le mec a l'air pas dégueu et tout. Il arrive, il signe ses 6 ans. Sur 6 ans, il fera 3 mois. Je répète, sur 6 ans, il fera 3 mois. Il fera 30 matchs. Ouais, c'est ça, une trentaine de matchs. Et même pas 30 matchs au niveau All-Star. Non. Et là, il va se casser la jambe. Et il ne va jamais rejouer. Il vient de signer le contrat. C'est terrible. C'est terrible, évidemment. C'est extrêmement terrible.
on peut pas le reprocher réellement au joueur. Il se casse la jambe, tu vois, genre il a une career ending injury, quoi. C'est horrible, mais ok, mais le contrat était à mon avis beaucoup trop cher payé, déjà de base. Et ensuite, il devient l'un des pires contrats de l'histoire parce que le mec joue pas, blessure ou pas, il joue pas. C'est du 100% costard. C'est chaud. C'est du 100% costard et c'est pas sur 2 millions, c'est sur 86 millions de dollars sur 6 ans. 86 millions de dollars. Il était au coude à coude avec Chandler Parsons dont on va pouvoir parler, mais il y a vraiment ce... Quand j'ai vu et revu ce dossier et que je me suis dit le mec n'a même pas joué plus de 30 matchs. 30 matchs, tu te rends compte. Le niveau de poids, alors oui, en effet, on peut continuer à dire c'est la faute, à pas de chance, c'est le joueur, c'est la jambe, c'est comme ça. C'est pas... Ça n'enlève à rien au fait que c'est un contrat atroce pour les Nets qui vont devoir se retrouver avec donc Jason Williams avec un Y et non pas Jay Will tout à fait ou Jason Williams les deux meneurs. Il y a Jay Williams et Jason Williams les meneurs. Là c'est Jason. C'est à l'intérieur. Ouais. C'est trop déprimant. Pour moi c'est dans le même range de ce qu'on a pu voir avec Allen Houston. La première image qui me vient à l'esprit, c'est costard. Costard. J'ai plus d'images de Jason Williams en costard et qui juste est une utopie du basket, plus qu'un mec qui a fait une grande carrière. Non. Il a été productif en effet, il a été une fois All-Star, mais... Et je veux dire, là tu vois, on va parler de Chandler Parsons évidemment, mais 20 ans plus tôt, tu mets 86 millions de dollars. Parce que je veux dire, Chandler Parsons, il y a 94 millions là sur 4 ans. Que sur 4 ans. Tout à fait, mais 94 millions, tu vois. Ah, mais c'est Chandler Parsons. Tout à fait, mais il y a... Je crois pas qu'il était All-Star. Non, bien sûr, mais il y a 86 millions de dollars, genre 20 ans plus tôt. Non. On vient de parler là pendant tout le top 10, l'inflation et tout, on se dit genre... Non, mais ils se sont emballés. Imaginez déjà aujourd'hui 86 millions sur 6 ans pour un joueur qui joue 30 matchs. Imaginez 86 millions sur un joueur qui n'a joué que 30. C'est le poster child. Pour moi, c'est le numéro 1, mais il jouait des coudes avec Chandler Parsons. Je me note mon 1, moi. Puis, pour nos amis les fans des Memphis qui ont vu à quel point ça avait été un running gag pendant des années. On le regrette pas, Chris Wallace, hein. Chris Wallace qui signe cette merde. Et avant d'y aller à fond sur Chandler Parsons, évidemment, qui après a pris sa retraite et qui a eu des incidents, etc. Donc pas cool, mais ça n'enlève rien au fait que quand il y a eu ce contrat, c'était une horreur. Non, mais oui. Quand il signe ce contrat... Quelle année ? 2016. Tiens, c'est marrant. 2016, dis donc. Oh, quel été. Quel bel été. Il y a un paquet de joueurs qui se sont fait des couilles en or, là, l'été 2016, là. Il y a des mecs qui ont fait « Allez, les gars, il y a les GM, ils distribuent les dollars, là. Venez. Vas-y, opt-out. » Oh la vache. Il sort d'un contrat avec les Mavs de 40 et quelques millions sur 3 ans, je crois. Il est bon, hein. Il est plutôt bon. Voilà, moi c'est ça qui me dérange et c'est aussi pour ça que je le mets 1. Parce qu'il y a beaucoup eu de tentatives de juste... Bon, tu le mets 2, donc tu dois quand même être assez d'accord avec moi. De tentatives de justification de ce contrat de Memphis à Chandler Parsons alors qu'il n'y en a aucune. Je suis désolé, ça les vaut pas. Voilà. Déjà de base, ça les vaut pas. C'est un 16 points qui défend. Bon, voilà. Franchement, je crois pas que ce contrat-là aurait dû lui être donné déjà in the first place. Et ensuite, il y a le jugement a posteriori. Parce que, alors là, pardon, tu signes 4 ans, le mec il te joue 95 matchs en 3 ans. 95 matchs en 3 ans. J'ai fait à peu près ses moyennes, 7 points, 2 rebonds, 2 passes. Sur 95 matchs en 3 ans. Alors que toi, pendant ce temps-là, tu le payes 23 millions l'année. La 4e année, hein, il va la faire à Atlanta, enfin si on peut appeler ça une 4e année, parce que Atlanta le fait jouer 5 matchs avant de le couper. Putain. En fait, pour Parsons... Après, c'est fini. Parsons est un des... il y a les genoux... Non, bien sûr, il y a des blessures, et c'est un des emblèmes de Summer 16, donc l'été 2016, qui est une horreur absolue en termes de distribution de contrats. Et en effet, il y avait eu déjà des idées un peu intéressantes post-Houston à Dallas, où il avait négocié son contrat dans un strip club avec Mark Cuban. Cette histoire est vraie. Petit coin de table, ouais, c'est clair. Et il y avait cette espèce de projection de Chandler Parsons. Beaucoup de gens se disaient il pourrait devenir ça. Donc on se disait, tiens, on a vu quand même, comme tu as dit, 16 points, un peu de défense, juste à 3 points, athlétique, beaucoup équipier, pourquoi why not. Mais en fait, il y a les blessures, et ce qui rend le truc absolument désastreux, c'est que
Memphis n'est absolument pas une destination de free agency. Donc quand tu fais des choix comme ça, il faut que ce soit les bons. Bah oui. Parce que sinon tu te plombes. Et donc la fin de l'ère Marc Gasol, Mike Conley, elle est pas bonne. Bah non, parce qu'elle est plombée par ce contrat. Elle est plombée par un mec qui prend la place et en fait t'aurais voulu faire autre chose. Aussi, au passage. Tout à fait. Mais c'était des circonstances complètement différentes. D'ailleurs, il est pas dans ce top 10, il a même pas été mentionné, même si c'est un contrat... C'était un contrat un peu too much par rapport à ce qu'il faisait, mais au moins Mike Conley était sur le terrain et avait des performances et on se disait genre ok. Mais on aurait pu aller beaucoup plus loin du côté de Memphis avec Conley, Ezebo et Gasol. Et Parsons, c'était pas la 4ème roue du carrosse, c'était la roue de secours qui est crevée avec 2 cutters. C'est ça. Terrible. C'est ça. Et qui est rempli d'eau, quoi, le boulet, quoi. Quasi 25 millions la saison pour juste nourrir des espoirs et te prendre une dose de punchline. C'est-à-dire que nous, il y a rarement eu dans l'histoire de la chaîne de Trash Talk quelqu'un qui a pris autant de punchline entre 2016 et 2022 que Chandler Parsons. Ah bah en même temps, là, vous pouvez pas faire autrement. Ah, c'était trop chaud. Vous pouvez pas faire autrement, le contrat est catastrophique. Trop chaud, je suis d'accord. On attend que John Wall vienne le déloger. On verra ce que ça va donner. Et faites attention, les GM, évidemment, à pas distribuer trop de bêtises et les joueurs à bien réfléchir parce que... Exactement. Regardez ce qu'a fait Isaiah Thomas, regardez ce qu'a fait Chris Wallace, regardez tous ces gars-là et ne faites pas pareil, faites l'inverse. Bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça peut aider les modèles à ne pas suivre. Tout à fait. Faut pas faire comme ça, faites attention. On va devoir montrer le gros tableau. Allez. Le top 10 all-time, et le voici le classement pour Alex et Bibi, des pires contrats de tous les temps, avec du Chandler Parsons, du Jason Williams et plein d'autres garçons. Gilbert Arenas, John Wall, quelle légende de Washington vous voulez mettre en avant? Dites-nous ce que vous avez pensé du management de New York dans les années 2000, et dites-nous aussi dans l'NBA actuelle si vous pensez que John Wall c'est la crème de la crème ou s'il va se faire bientôt rattraper. Nous, comme d'hab, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous souhaiter une très bonne semaine, vous faire des bisous. Balancez vos commentaires, vos classements et vos suggestions de top 10 all-time. On se retrouve lundi prochain. Des bisous à la prochaine. Ciao. Ciao. I know you wonder